Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus à notre chaîne YouTube sur les finances saines pour tous, dont le but est de partager l'information financière en vue d'améliorer la gestion des entreprises et des particuliers de façon générale. Nous avons entamé depuis quelques semaines le sujet sur le plan d'affaires. Dans un premier temps, nous avons vu son utilité pour l'entrepreneur en lui-même et le fait qu'il soit indispensable lorsque l'entrepreneur a besoin de financement. La dernière situation, nous avons pu constater, c'est que lorsque l'entrepreneur a besoin de faire appel à un bailleur de fonds ou un investisseur, il y a un certain nombre d'exigences qui lui sont imposées. Et parmi ces exigences-là, au-delà de sa réputation, il y a le fait qu'il devrait contribuer à l'activité de l'entreprise par son apport personnel consistant. On a vu dans les ratios que les bailleurs de fonds ou les prêteurs exigeaient que l'entrepreneur ait contribué au moins à 50% sur son besoin en financement. Comment obtenir ce besoin en financement à partir de sa situation actuelle? C'est ce que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui. Donc, pour pouvoir le faire, nous allons partir d'une situation que nous vivons tous, où la plupart dans des pays développés ont des comptes bancaires. Lorsqu'on a un compte bancaire, naturellement, on reçoit un relevé de compte à la fin de chaque mois. Ces relevés de compte-là, soit on l'obtient sous format papier, soit on est capable de les télécharger dans son compte entreprise. Je vais rapidement vous montrer un exemple de relevé de compte qui a été téléchargé et qui tient sur 8 pages. Le relevé de compte, naturellement, tient sur 8 pages et sur ces 8 pages, il y a une partie qui contient du texte. Il y a des parties qui contiennent le tableau. Donc, c'est un mélange de tableau et de texte. Et on reçoit ce relevé-là quasiment tous les mois. Ou alors, on a la possibilité de télécharger ce relevé-là tous les mois pour avoir toutes les transactions qui ont été réalisées sur ces différents comptes bancaires. La question qu'on se pose, c'est j'ai obtenu, il y a eu des dépôts dans mon compte bancaire par rapport aux sources de revenus, aux différents revenus que j'ai obtenus. Ces revenus ont été dépensés parce qu'à la base, on a un salaire qui a été négocié avec l'employeur. L'employeur vous paye en déduisant les impôts et le différentiel est déposé dans votre compte bancaire. Ces dépôts-là sont utilisés pour faire des dépenses. L'objectif, c'est qu'il y ait un solde positif, qu'il y ait de l'épargne qui pourra vous permettre de réaliser votre projet. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a besoin de 5 000 $ pour pouvoir réaliser son projet, soit à titre personnel pour le réaliser sans avoir besoin d'un bailleur de fonds, ou alors qui a besoin de 5 000 parce que dans 2-3 mois, il va aller solliciter un bailleur de fonds pour avoir 10 000 ou pour avoir 15 000. Donc, on va partir de cet exemple-là en disant le particulier, il a un relevé bancaire qui tient sur 8 pages tous les mois pour un compte parce qu'on a le compte d'opération et on peut avoir une carte de crédit par la suite. Donc, ça peut être un relevé bancaire pour le compte d'opération et un autre relevé bancaire pour les cartes de crédit. Le principe étant le même, c'est un rapport qui tient en PDF en général sur 4, 5, 6, ça peut aller jusqu'à 10 pages. Pour cet exemple-ci, nous avons 8 pages de documents, un mélange de texte et de tableaux, comme nous l'avons vu tantôt. Ce qui se passe donc avec cette information qui a été obtenue, c'est qu'on peut arriver à partir de cette information-là de dire il faudrait que je sache, j'ai un salaire brut qui a été obtenu, j'ai un salaire net qui a été déposé dans mon compte bancaire, mais comment est-ce que ce salaire net-là a été utilisé? Parce que j'ai un objectif de pouvoir faire des économies de 5 000 $ afin de réaliser mon projet. Donc, première étape, c'est que nous avons compilé
l'information qui était sur la carte de crédit, en fait, l'information obtenue sur le relevé bancaire pour voir c'est quoi le sommaire, c'est quoi le résultat sur chacun des mois, la différence entre les dépôts, c'est quoi le résultat du mois en fait, si on peut le résumer ainsi, c'est quoi le résultat du mois. J'ai eu des dépôts dans mon compte bancaire, j'ai eu des retraits par rapport à ce dépôt-là pour réaliser des dépenses et il y a un solde qui me reste à la fin du mois. Est-ce que ce solde-là est positif ou négatif? Dans ce cas-ci, on se rend compte que sur les 7 mois de transaction, on a un total de dépôts sous différents fonds de 63 000 $. A priori, on considérait qu'on pourrait penser que 63 000 $ c'est assez et qu'on pourrait faire plus de choses que ce qu'on a envie de faire. On pourrait planifier un voyage, on pourrait penser à faire des dons. Mais au final, on se rend compte que sur les 63 000 $, il ne reste que 271 $. Donc, si on a un objectif de réaliser un projet de 5 000 $ à coût de 271 $ après 7 mois, c'est sûr qu'on risque d'attendre plusieurs années pour pouvoir réaliser le projet. Donc, l'idée à ce niveau, c'est de dire, au lieu d'avoir la liste de toutes les transactions, je vais faire une compilation. La première compilation, c'est que je me pose la question, est-ce que ce soit au niveau des dépôts ou au niveau des dépenses, est-ce que ce sont des dépenses qui sont préétablies ou est-ce que c'est un revenu qui est préétabli? C'est ce que nous avons considéré dans la catégorie comme étant fixe, parce que vous avez un salaire qui a été négocié, ce salaire-là arrive aux 2 semaines, on l'a mis dans la catégorie fixe. Pour ce cas particulier, il a des revenus ou il a un salaire fixe, mais également il a un autre emploi avec des revenus qui sont variables. Ensuite, il a des revenus qui arrivent de façon périodique pour X ou Y raison. C'est probablement un troisième emploi, mais il y a des revenus qui arrivent de façon périodique. Donc, nous avons essayé de faire cette séparation pour permettre à la personne de se poser la question, est-ce que si je me contente uniquement de mon revenu fixe, est-ce que je serai capable de couvrir mes charges fixes? Les charges fixes étant des charges sur des contrats qui sont négociés. Un contrat de loyer, il est négocié avec un montant mensuel. Un contrat de téléphone, il est négocié avec un montant mensuel. Un contrat d'assurance, il est négocié avec un montant mensuel. Donc, tous ces contrats-là qui sont négociés avec des montants qui sont fixes et mensuels ont été mis dans la catégorie fixe. Les transactions comme l'épicerie et d'autres choses, ou les frais de carburant, etc., ont été intégrés dans la catégorie variable. Les dépenses comme l'habillement ont été mis dans la catégorie discrétionnaire et on a considéré une troisième catégorie périodique pour toutes les dépenses qui arrivent de façon sporadique et qui ne sont pas prédéfinies ou qui ne sont pas constantes. Donc, cette subdivision-là nous permet, comme je le disais tantôt, de pouvoir nous poser la question, est-ce que mes revenus fixes permettent de couvrir mes charges fixes? Je me rends compte, dans ce cas-ci, on a 22 000 de revenus fixes, mais on a 32 000 de dépenses fixes. Raison pour laquelle le revenu variable permet de compenser et de couvrir les charges fixes. C'est suffisant, mais quand on ajoute les charges variables et les dépenses discrétionnaires, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Raison pour laquelle la personne a sollicité des revenus périodiques. C'est des choses qui sont faciles dans un environnement comme celui des États-Unis, parce que les entreprises sont ouvertes 24 heures sur 24. On peut avoir des insomnies et décider d'aller travailler dans une entreprise pendant 4 heures, d'aller travailler le samedi pendant 5 heures dans une entreprise. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il y a des environnements où ce n'est pas possible de dire je peux augmenter mon revenu assez facilement. Dans l'un ou l'autre cas, qu'il y ait la possibilité de pouvoir augmenter son revenu ou que ce ne soit pas possible, parce que le risque aussi de l'augmentation du revenu, c'est qu'on a tendance à penser ah oui, j'ai 500 $ de plus, mais lorsqu'on s'engage à faire la dépense pour se faire plaisir du 500 $ qu'on gagne de plus par mois, il y a un risque à ce qu'on dépense la totalité du 500 $ ou qu'on même soit tenté de dépenser plus que les 500 $ qu'on a gagné. Donc, pour dire qu'il est important de se poser la question, j'ai des revenus, il faut également, je peux éventuellement augmenter mes revenus en ajoutant des activités, comme je peux ne pas être capable d'augmenter mes revenus,
Mais il faut surtout que je puisse contrôler mes charges. Dans l'un ou l'autre cas, il est extrêmement important de pouvoir contrôler mes charges. Parce que le contrôle de mes charges est beaucoup plus facile que l'augmentation des revenus. Je dis dans certains contextes, il est quasiment, on peut avoir une augmentation de salaire de 1 ou de 2%, mais ce n'est pas évident de trouver un deuxième boulot comme dans ce cas-ci, qui donne un revenu quasiment équivalent au revenu fixe. Donc, j'arrive à la conclusion que j'ai 271 $ au final. Réaliser mon projet, ce sera extrêmement difficile. Je me rends compte qu'il y a des dépenses discrétionnaires de 4 000 $. Je me rends compte qu'il y a des dépenses périodiques de 4 000 $. Ça fait un total de 8 000 $. Si je considère, je peux me poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans le discrétionnaire? Il me suffira tout simplement de cliquer sur ce bouton et de me rendre compte que, ah mais ok, dans le discrétionnaire, c'est dans les magasins que je fais des achats discrétionnaires. C'est dans quelle catégorie de magasins? J'ai les différents magasins dans lesquels je suis allé faire les dépenses discrétionnaires. Donc, je peux décider, si je veux réduire ces dépenses discrétionnaires-là, de me poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment pertinent ces achats. Ça peut être dû au fait qu'il y avait une activité spéciale, il y avait une fête d'anniversaire, il y avait une fête de mariage et on a décidé de faire ces achats-là. Mais il faudrait qu'on soit capable d'identifier la nécessité de ces achats discrétionnaires et de dire j'ai la possibilité par rapport à ces achats discrétionnaires de réduire de 50, de 60, de 70%, au moins pour une période de 6 mois, au moins pour une période d'1 an, pour être capable d'atteindre mon objectif de rassembler 5 000 $ pour la réalisation de mon projet. L'attitude qu'on a adoptée ici pour les dépenses discrétionnaires, on peut avoir la même information avec les dépenses périodiques. Dans les dépenses périodiques, qu'est-ce qui est intégré? J'ai la possibilité d'identifier les différentes catégories et à l'intérieur des catégories, je me rends compte que j'ai fait des transferts de 2 600 $. À qui j'ai fait les transferts? Ben, ok, si je me rends compte que j'ai fait des transferts, bon, je ne prendrai pas le risque de cliquer là-dessus, mais j'ai fait des transferts de presque 3 000 $. Est-ce que je peux réduire ces transferts-là au moins pour la période d'1 an où j'ai envie d'avoir le minimum qu'il me faut pour pouvoir réaliser mon projet? Est-ce que je peux réduire ces transferts-là de 50%? Oui, c'est possible. Donc, le but de cet exercice, c'est de dire comment est-ce que les dépôts dans mon compte bancaire sont répartis en proportion. J'ai 36% de revenus fixes, j'ai l'équivalent en revenus périodiques et j'ai 29% de revenus variables. Au niveau des dépenses, j'ai 51% de mes dépenses qui sont fixes, c'est-à-dire c'est déjà planifié, c'est négocié avec des fournisseurs, loyer, téléphone, assurance, etc. J'ai 36% de dépenses variables, 12% de dépenses discrétionnaires et périodiques. J'ai dit, il est possible qu'on puisse jouer facilement sur ces éléments pour pouvoir atteindre son objectif d'avoir 5 000 $ en fin d'année pour pouvoir réaliser son projet ou d'avoir le minimum nécessaire pour être capable d'aller solliciter un bailleur de fonds. Ce qu'il faut comprendre, j'insiste sur ces dépenses discrétionnaires et périodiques. On peut également jouer sur les dépenses variables pour réduire le volume de la variation. Je ne parle pas trop des charges fixes parce que lorsqu'on a déjà négocié le montant pour une année, on peut éventuellement dire je vais déménager, mais s'il faut déménager, on ne peut pas décider de déménager du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que c'est plus facile d'agir sur les autres catégories de dépenses que d'agir sur des contrats. Parfois, quand c'est un contrat d'hypothèque, ça a été signé pour plusieurs années, donc ce n'est pas possible de rompre le contrat. Par contre, les dépenses discrétionnaires ou périodiques, on peut décider de les réduire beaucoup plus facilement. Donc, comme on peut le voir, au niveau des revenus, dans certains environnements, on a la possibilité de pouvoir augmenter ces revenus-là. Dans d'autres environnements, c'est assez complexe. Au niveau des dépenses, on a la possibilité, on aura de la difficulté à agir sur les dépenses fixes, mais on a la possibilité d'agir sur les dépenses variables, les dépenses discrétionnaires et les dépenses périodiques pour être capable de réaliser son projet dans les délais. Parce que sinon, à 271 $, au risque de nous répéter,
ça prendra plusieurs années pour pouvoir collecter les 5 000 $ nécessaires à la réalisation de son projet. Rapidement, je vais présenter la deuxième page de ce rapport qui permet de constater qu'on peut aussi, excusez-moi, les dépenses, enfin les dépôts et les retraits, parfois il peut y avoir des transactions qui ont été annulées. Donc l'idée de cette deuxième page, c'est de permettre de voir pour chacun des groupes qu'est-ce que j'ai eu comme dépôt et qu'est-ce que j'ai eu comme retrait. Donc on peut parcourir exactement comme on a vu tout à l'heure. On peut parcourir au niveau du véhicule, on se rend compte qu'il y a eu un dépôt de presque 6 000 $ et puis des retraits de 21 000 $. Donc ça fait un solde négatif de 15 000 $. Naturellement, on peut cliquer sur le bouton pour avoir l'explosion. On ne va pas forcément le faire, mais l'idée c'est de se dire, il faut que je sois capable de contrôler. 34% de mes dépenses vont sur le véhicule. Est-ce que c'est normal? 40% de mes charges vont sur la location. Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai la possibilité de jouer sur ces éléments-là pour pouvoir obtenir ou atteindre mon objectif dans un délai raisonnable? Donc, si on résume, c'est de se dire, j'ai un objectif à atteindre, j'ai besoin de 5 000 $ pour pouvoir démarrer mon projet ou pour pouvoir aller solliciter du financement externe. J'ai une situation actuelle qui est sur un document de 8 pages par mois. J'aurais du mal à analyser le document de 8 pages tous les mois. J'ai la possibilité d'utiliser des outils pour pouvoir compiler cette information sur mes relevés bancaires et arriver à la conclusion que mes dépenses et mes revenus sont regroupés en plusieurs catégories et il y a des catégories sur lesquelles je peux agir beaucoup plus facilement que sur d'autres. Il est question dans cet exercice de pouvoir les identifier, de pouvoir mettre en place des actions pour réaliser son objectif dans un délai raisonnable. Donc, en gros, c'est la solution que je voulais vous présenter aujourd'hui, juste pour vous dire que lorsqu'on a un objectif, il faut avoir des outils pour pouvoir identifier ou alors avoir un état des lieux de sa situation actuelle, pourquoi cette situation-là est comme cela au jour d'aujourd'hui, et parce que ça va faciliter la possibilité d'agir sur la situation actuelle pour pouvoir la corriger et atteindre son objectif dans un délai raisonnable. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de continuer à nous écouter. N'hésitez pas à partager l'information à ceux qui pourraient en avoir besoin. Nous allons nous retrouver une prochaine fois pour pouvoir répondre aux besoins de clarification que certaines personnes qui nous écoutent ont présenté. Donc, nous allons les compiler et répondre à ces besoins de clarification lors de notre prochaine vidéo. Merci encore et bonne soirée à tous.